Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau Vrac DVD avec Blu-ray. Et oui, c'est le premier épisode où enfin je vais parler de mes quelques Blu-ray, surtout des steelbooks sur la chaîne. Voilà, ça c'est bien. Voilà. C'est une première, voilà, faut bien commencer l'année après tout. Le principe de ces séries vidéo, c'est tout simplement vous montrer mes DVD et mes quelques Blu-ray issus de ma collection de films, voilà, auxquels j'avais fait notamment 2 parties, très clairement, que vous pouvez les regarder, prenez votre temps, il n'y a pas de souci, tout comme les anciennes vidéos, enfin épisodes de Vrac DVD aussi, il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre, voilà quoi, donc voilà, prenez votre temps, faites-vous plaisir, voilà. La nouveauté, ça sera juste quelques steelbooks Blu-ray que j'ai du coup acquis au cours de ces derniers mois, dernières semaines. Et encore, ma collection ne risque pas de s'arrêter, voilà. Donc autant vous dire que cette série ne va pas s'arrêter tout simplement. Enfin, sauf s'il y a une guerre, pas loin. Je devrais peut-être pas trop en parler niveau géopolitique quand même. Donc en gros, il y en a 10 de chaque, que ce soit des films seuls ou des sagas. Donc voilà, donc ça vous fera des films à conseiller ou des films qui font plaisir, tout simplement. Là, j'ai fait un petit tas et il y en a des pas mal pour cet épisode. Bon, je pense qu'on va pas trop traîner, C'est parti. Et on commence fort avec un magnifique steelbook, si ce n'est pour moi le meilleur steelbook de ma collection, le cuirassé de Potemkin, voilà, de Sergei Eisenstein, donc un très grand classique du cinéma soviétique, enfin cinéma russe donc. Non, je parlerai pas de l'actualité, ce qui se passe en ce moment, ça sera un peu très tendu déjà. Non, tout ça pour dire que oui, les soviétiques, enfin les russes si vous voulez, faisaient du cinéma, ils en font toujours d'ailleurs, mais disons que ce sont vraiment des grands maîtres pour faire du cinéma propagande. Alors attention, propagande ça veut pas forcément dire qu'on adhère à une idéologie, que je sache, c'est surtout savoir comment on la représente, comment on la filme en fait tout simplement. Et justement, le cuirassé de Potemkin qui est certes un film propagande, mais qui est vraiment un très bel outil en fait pour comprendre en fait comment on fait avec le montage tout simplement sur un événement qui s'est réellement passé, il y a encore, parce que du coup ça parle d'une rébellion sur le cuirassé de Potemkin à l'époque où le tsar avait le pouvoir. Et du coup, oui, il y a les prémices du communisme, mais qui est vraiment très intéressant de la montrer là-dessus. Après, on adhère ou pas à l'idéologie, ça c'est pas le but du film, c'est vraiment montrer comment un réalisateur puisse prendre la volonté en fait du peuple et comment avec juste du montage vraiment nous ressentir les émotions qu'il y a dans ce film. Voilà, c'est quand même un très vieux film, donc il faut pas non plus déconner. Et justement, il y a la fameuse scène avec les escaliers où il y a les soldats qui tirent sur les gens. Donc c'est une scène culte du film, et marquante même du film, à un point où Brian De Palma a repris cette scène dans Les Incorruptibles, en version un peu plus comique pour le coup. Donc voilà, donc c'est vraiment un film auquel je conseille vraiment, si vous voulez, du coup en fait vous intéresser au cinéma russe, comme on faisait avant. Et aussi, du coup c'est un film qui a été vraiment aussi bien parlé dans mon école de cinéma. J'en parlerai un jour, tiens. Mais voilà, c'est vraiment un super film, en plus il fait qu'à peine 1 heure, donc en vrai c'est pas très long. C'est en noir et blanc, et c'est muet, mais c'est pas du tout mauvais. Et en fait, avec cette version-là, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a 3 pistes de compositeurs à choisir, en fait, tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un super steelbook. DVD comme Blu-ray, dedans, donc ça, c'est bien d'avoir le choix. Et il y a la petite fiche qui va avec, cartonnée, qui tient pas très bien, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, en soi, c'est un super steelbook, comme c'est un super film que je vous conseille de voir. Voilà. Et on continue avec les vieux films, Ulysse de Mario Camerini. Voilà, c'est ça, j'ai bien prononcé. Bon, un réalisateur italien que je ne connais pas vraiment, donc autant que je découvre avec ce film. En fait, pour la petite anecdote, j'ai découvert ce film grâce à un film, du coup, que vous connaissez parce que je vous en parle à chaque fois sur la chaîne, à savoir Cinema Paradiso, qui projetait en fait plein de films dans une scène où Salvatore il regarde tout. Enfin bref, et du coup il y avait ce film Ulysse, et du coup j'étais très intrigué, parce que je suis vraiment, je suis un fan en fait de l'Odyssée d'Homère, même si Ulysse c'est pas vraiment un héros de morale. Disons que ses choix moraux sont discutables, quoi. Mais bon, la mythologie grecque, en même temps, ça se finit rarement bien, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, mais pour revenir là, Ulysse, c'est tout simplement donc, une version assez abrégée de l'Odyssée, donc auquel Ulysse et ses compagnons doivent rentrer chez eux après la guerre de Troie, mais qui vont, du coup, s'aventurer dans plein de dangers, et auquel on va savoir si Ulysse va s'en sortir ou pas. Et là on a quand même Kirk Douglas qui incarne Ulysse, Kirk Douglas qui est quand même un très grand acteur américain, je n'ai pas besoin de vous le présenter, à son époque il était à son apogée,
Et évidemment, c'est pas son premier peplum qu'il a joué, il a notamment joué Spartacus, donc voilà, c'était vraiment le choix idéal pour lui faire un héros mythologique, même si ça reste un film 100% européen, puisque du coup, on a du cinéma italien comme du cinéma français, on a des acteurs de tout, en fait, de toutes nationalités, hein, français, italien, allemand aussi, il me semble. Voilà, donc ça reste pour un projet européen très intéressant, sachant qu'il n'y a pas énormément de films qui ont adapté l'Odyssée, donc ça reste quand même assez casse-gueule pour l'époque. Bon, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu très bien faire l'Odyssée, hein, mais avec des effets spéciaux et encore, mais bon. Voilà, donc là on a une version, donc je disais, abrégée, un peu courte de l'Odyssée, mais qui reste pas moins intéressante, auquel on a aussi un Ulysse qui est montré cette fois-ci un petit peu comme, disons-le, un peu irresponsable quoi, de ses actes, et qui va causer un petit peu la mort de ses compagnons, même limite. Mais ça reste intéressant comme choix, et malgré cela, il y a notamment la fameuse séquence avec le Cyclope, qui l'ont fait en stop motion et en animatronique, je crois, enfin en robotique, enfin je sais pas exactement le terme que je pourrais utiliser, mais en clair pour l'époque c'était vraiment impressionnant, et ça devait extrêmement coûter cher aussi, hein, faut pas se mentir. Voilà, donc si vous êtes fan aussi de l'Odyssée, vous avez envie d'avoir un peu de curiosité, bah je vous conseille, voilà, un premier, on va dire, adaptation de l'Odyssée, et encore, que je trouve assez bien pour l'époque, et qui a du charme, hein, parce que du coup, on est en pleine époque des films peplum, que ce soit américains, italiens, etc. Donc voilà, il est très intéressant, et puis voilà, je vous le conseille, tout simplement. Bon, un vieux film qui aura quand même mon âge, à savoir Le Dîner de con de Francis Weber, un grand classique de la comédie française. Et oui, croyez-le ou non, et bah à l'époque, on savait faire des bonnes comédies, même si aujourd'hui on en fait assez rarement, j'ai envie de dire, mais niveau comédie française, c'est du top, avec le duo Jacques Villemet et Thierry Lhermitte qui forment vraiment un super duo très attachant comme très marquant. Bref, un aspect théâtral mais qui est hilarant et surprenant aussi par moments. Bref, un film qui fait quand même à peine 1h10, donc c'est pas super long en soi, mais il y a quand même des moments très cultes, comme il y a des réflexions là-dessus, et c'est vraiment un super film, voilà, pour passer une bonne soirée, une bonne journée, voilà, tout simplement, et c'est juste, encore une fois, c'est un film vraiment qui est super hilarant, et vraiment bien écrit hein, pour son époque, enfin, voilà, ça remonte à loin quand même. Voilà, tout ça pour dire que Le Dîner de con, si vous l'avez toujours pas vu, bon bah, c'est pas que je vous le conseille, mais voyez-le avant de mourir quand même, ça serait pas mal. Voilà, bon, vraiment, c'est vraiment l'exemple de très bons films français, de bonnes comédies bien écrites. Peut-être dans ces dernières années, avant qu'on on s'enfonce vraiment dans le côté beaucoup plus flagrant et marketing. Mais bon, encore une fois, ça n'engage rien de ce film qui est vraiment génial et culte. Vraiment, c'est... Voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que le film est vraiment superbe. Voilà, tout simplement, il y a de l'humour, quoi, c'est bien. C'est bien de l'humour. Le secret des poignards volants de Zhang Yimou, voilà, grand classique du cinéma chinois. Après Hiro, que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Zhang Yimou, qui est quand même devenu une grande référence du cinéma chinois ou hongkongais. Bref, qui fait quand même des films assez dingues, on va pas se mentir, notamment pour filmer les scènes de combat, les voltiges, sur la réflexion aussi humaine, tout ça, sur la Chine ancienne évidemment, où à l'époque où on se fightait pour plein de terres, plein de dynasties et tout ça. Bref, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment très beau et poétique même par moments ce film, et justement c'est sur un couple où l'amour est un peu impossible pour des factions ennemies, et justement, un petit peu comme un Roméo et Juliette, ils vont devoir lutter malgré tout leur amour fort dans une guerre qui les dépasse. Voilà, et justement, Le secret des poignards volants, c'est vraiment un film exceptionnel, je trouve, vraiment d'une réalisation magnifique, je trouve encore mieux que celle de Hiro, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, avec des acteurs qui sont vraiment au top de leur top, et encore une fois, Zhang Yimou, je pense qu'il a plus besoin de nous prouver hein, depuis. Voilà, si vous avez eu Shang-Chi, le dernier Marvel, bah voilà, on sent que le réalisateur il s'est fait plaisir pour vouloir s'inspirer des scènes de Zhang Yimou, et justement parce que le mec a littéralement révolutionné les scènes de combat modernes, de kung-fu littéralement, ou de sabre, et ça c'est vraiment assez ouf. Donc voilà, donc je vous conseille évidemment, notamment le cinéma de Zhang Yimou qui est génial, vraiment, voilà, parce que on n'arrête pas de me dire que le cinéma chinois c'est de la propagande, mais c'est ça le genre d'histoire, t'as pas ça ailleurs, enfin, voilà. Voilà, tout ça pour dire que le cinéma chinois, peu importe ce qu'on pourra dire, il est toujours très intéressant à regarder, à analyser, et encore une fois, c'est un très beau film que je conseille, tout simplement.
Si vous aimez les films déprimants et un peu chiants, j'ai ce qu'il faut, voilà, avec un coffret sympathique de la réalisatrice Sofia Coppola, avec ces 2 films qui les a vraiment propulsés dans sa carrière de réalisatrice du coup, et au moins les 2 films que j'ai vus de sa carrière, parce que après, je suis pas hyper fan de son cinéma, à savoir Lost in Translation et Virgin Suicide, 2 films très intéressants, qui parlent quand même d'une certaine complexité de la dépression humaine, sur des problématiques différentes. Je veux dire, l'un, c'est avec un acteur qui est complètement perdu dans un pays qui ne connaît pas la langue, et qui est perdu et déprimé à lui-même, et de l'autre, on a du coup des jeunes adolescentes qui essaient de découvrir leur sexualité en plein épanouissement de leur adolescence, mais avec une éducation très stricte à l'américaine, du coup qui va devoir les dépasser en se rebellant un petit peu, malgré des conséquences assez fortes en émotion. Bref, tout ça pour dire que ce sont 2 films très intéressants, qui traitent assez bien le caractère humain, et surtout qu'on voit que Sofia Coppola sait maîtriser ses portraits humains, en fait, tout simplement, sur comment on raconte sur une simple histoire quelque chose de banal, en fait, du quotidien, mais qui au final va devenir plus que dantesque, limite pour nos personnages, et qui se retrouvent dans des situations compliquées, assez gênantes par moments. Donc voilà, donc dans Lost in Translation, pardon, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup parce que du coup on a Bill Murray qui joue un peu une star qui est en pleine déchéance et qui du coup est contraint de tourner des pubs de whisky au Japon, dans un pays où on parle pas énormément bien l'anglais comme le français, hein, je tiens à préciser, et auquel il est un peu seul et il va se trouver en fait pratiquement une colocatrice, une partenaire américaine, à savoir Scarlett Johansson, qui vont aussi former un duo très intéressant, auquel ils vont découvrir un petit peu les coutumes du pays, sa culture et ses dérives, en fait, tout simplement, à l'américaine certes, mais assez intéressante. Voilà, comment l'Occident plutôt voit l'Orient, donc c'est assez intéressant à voir. Et dans Virgin Suicide, du coup là c'est clairement l'adolescence qui est beaucoup plus ancrée et marquée là-dessus, dans une époque assez reaganaise, ouais, et puritain, voilà, américain, avec du coup des adolescentes qui veulent vivre leur premier amour, mais auquel ça va aller beaucoup plus loin, et du coup avec le code strict de leur famille, ça va être compliqué à gérer. L'adolescence en soi, c'est une chose très compliquée, et du coup, ça déprime très très bien. Voilà, je veux dire, donc dans Virgin Suicide, t'as quand même Kristen Stewart qui est en pleine expansion de sa carrière. Elle a tourné en même temps les Spider-Man de Sam Raimi, donc elle est vraiment devenue une actrice qui a un petit peu quand même de la cote. D'ailleurs, elle va jouer dans pas mal de films de Sofia Coppola par la suite, comme Bill Murray aussi d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est 2 films que je pourrais conseiller. Après, ils peuvent être chiants, comme ils peuvent être déprimants, comme ils peuvent être absolument magnifiques, dans tout ce que vous voulez. Bref, ça reste intéressant comme premier film d'une réalisatrice qui est comme la fille du grand Francis Ford Coppola, faut pas l'oublier quand même, et du coup ça reste du coup assez énorme en fait ce qu'elle a fait, même si j'ai pas vu ses derniers films, et surtout pas son dernier film sur Apple TV, parce que j'ai pas Apple TV et je m'en fous, voilà, mais voilà, tout ça pour dire que ça reste intéressant à voir. Bon, c'est pratiquement une tradition dans chaque épisode, il faut toujours parler d'un film Spielberg, parce que c'est mon réalisateur préféré, et en plus c'est un steelbook 100% Blu-ray, donc ça c'est encore mieux. Bref, il s'agit des aventures de Tintin et le secret de la licorne, un blockbuster d'énergie pour notre petit reporter belge très connu. Voilà, donc je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est un film fabuleux, je le trouve incroyable. C'est un de mes Spielberg préférés, c'est pas pour rien. C'est vrai que pour beaucoup, et comme je le pense, c'est un peu le Indiana Jones 4 qu'on aurait peut-être pu avoir mieux. Même si j'aime bien Indiana Jones 4 pour ce qu'il est, mais bon, c'est pas le débat. Tout ça pour dire que Tintin version Spielberg, c'est de la bombe, et je ne déconne même pas. C'est quand même, il y a quand même un casting assez incroyable, il y a la technique, la motion capture qui est vraiment plus que bien faite, qui retranscrit bien les personnages et l'ambiance de la BD d'Hergé, et c'est absolument génial, les scènes, les transitions, les montages, il y a de tout, il y a du spectaculaire, et en plus, qui adapte bien les aventures de Tintin. Bon, bien sûr, qui en fait fusionne pas mal d'albums, on va pas se mentir, mais qui est vraiment très cool et très plaisant. Les acteurs sont vraiment incroyables, ils sont vraiment faits pour les rôles, que ce soit dans le motion capture aussi, hein, évidemment. Mais c'est vraiment un film vraiment d'énergie, qu'on en fait de moins en moins, et je trouve ça triste. Non, par exemple, le film Uncharted, c'est vraiment de la pisse à côté, quoi. C'est ça a plus de 10 ans maintenant, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un film incroyable. Vraiment, et je le pense, je m'en fous. Voilà, et on attend toujours une suite. Évidemment, une suite qui ne voit toujours pas le jour, mais qui apparemment est sur les bons rails, qui sera peut-être réalisée par Peter Jackson, avec un peu de chance cette fois. Je sais pas, bref, c'est comme pour Avatar, on a
attend toujours une suite depuis plus de 10 ans et après, voilà. Bon, Avatar 2 va sortir, c'est déjà une bonne nouvelle, mais bon, pour les aventures de Tintin, voilà, et j'espère vraiment qu'il y aura des suites parce qu'il y a quoi faire, et puis voilà, je pense que c'est les meilleures versions au cinéma jamais faites de Tintin, je veux dire, même les films français font assez pas le copier à côté, bon, c'est une question de budget, question d'ambition, mais voilà, tout ça pour dire que je vous conseille, encore une fois, ce film. Le steelbook est superbe, je trouve, le pop art vraiment très joli, très classe, bon, sauf le dos où il n'y a rien. Ça, c'est le truc un peu déception, mais voilà, tout ça pour dire que pour un steelbook, je l'adore, et le film est génial. Encore une fois, il est très sous-estimé, vraiment voyez-le, si vous l'avez jamais vu, vous allez passer un très bon moment. Même si vous n'êtes pas fan de Tintin, allez-y, hein, franchement c'est vraiment cool. True Romance de Tony Scott, voilà, on a déjà un petit peu parlé sur cette chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, Tony Scott c'est tout simplement le frère de Ridley Scott. Et oui, les frères Scott, ils pesaient le game dans le cinéma, faut pas se mentir. Malheureusement l'un des deux est mort. Et l'un des deux a encore du mal à faire des films qu'il faut. Même si, encore une fois, j'ai aimé ces derniers films. Bref, c'est pas le débat. True Romance, ça reste un film vraiment assez exceptionnel parce qu'en fait, c'est pas tant que ça un film de Tony Scott. Parce que, on va pas se mentir, pour ceux qui le savent pas, il a été écrit par Quentin Tarantino. Et ça se ressent, son style d'écriture des personnages, de la réalisation même limite. Je trouvais que c'était assez flagrant de se dire que c'était pas un film de Tarantino. Et pourtant il a écrit le scénario du film, hein, et c'est Tony Scott qui s'en est chargé. Bon, c'était à l'époque, c'était vraiment au tout début de Tarantino, c'était vraiment, il n'avait pas encore fait Reservoir Dogs, voilà, il écrivait des scénarios, et il avait un petit peu mal à vendre ses scénarios, ou plutôt pour être réalisateur par-ci par-là. Du coup il a confié à Tony Scott qui était en pleine expansion de sa carrière. Le mec il sortait de Top Gun, c'était quand même quelque chose, hein, pour l'époque. Voilà, donc True Romance c'est tout simplement une histoire d'amour assez folle dingue, très tarantesque, je sais pas comment on pourrait le dire. Bref, c'est assez fou, il y a de l'humour, c'est assez drôle, c'est très prenant aussi par moments, et même la réalisation de Tony Scott, même si elle est assez timide, enfin en tout cas pas dans le style du gars, je trouve qu'elle est assez efficace, et franchement, pour plus ou moins des premiers scénarios adaptés de Tarantino au cinéma, ça reste très très bien, je trouve, il y a un casting qui est assez incroyable, je trouve. Bref, si vous voulez passer un bon moment, et ce film est fait pour vous. True Romance, c'est vraiment une histoire d'amour, encore une fois, très folle dingue. À un point où ça va très loin, et justement, c'est ça ce qui nous manque dans le cinéma, c'est de plus aller très loin. Voilà, encore une fois, c'est vraiment superbe. C'est un film qui a pas beaucoup vieilli, je trouve, encore. Il a à peine fêté ses 20 ans, je crois, ou... Non, c'est 30 ans, putain. Ouais, 91, bordel. Voilà, quoi, donc autant vous dire que c'est un film qu'il faut vraiment le mater. Voilà, surtout si vous voulez découvrir le cinéma de Tony Scott, là, je pense que vous avez quoi faire. En voilà un film culte de mon enfance que j'aime bien en parler, Men in Black de Barry Sonnenfeld, voilà, un réalisateur qui a l'habitude des commandes de films familiaux. Bref, Men in Black, évidemment, c'est un super film encore aujourd'hui, avec le duo Tommy Lee Jones et Will Smith qui est efficace, pourtant adapté d'un comics assez obscur et en plus pas très familial, hein, pour le coup. Mais voilà, ça c'est la force du film, c'est vouloir un petit peu jouer et inverser les codes de la tendance actuelle, notamment en fait le côté buddy movies, voilà, les films policiers, et justement en fait Men in Black c'est un peu un buddy movies version spatiale, puisqu'on a encore la figure de l'agent vétéran qui va devoir en fait réapprendre le métier et apprendre à son nouvel apprenti, enfin partenaire, qui lui servira de figure paternelle aussi pour notre jeune Will Smith, qui du coup va un petit peu être un peu le casse-gueule en fait du duo, enfin vraiment celui qui fait n'importe quoi mais qui fait efficacement son travail, enfin bref, c'est un duo assez marquant, un duo de policiers en fait opposés mais qui font un travail d'équipe, voilà, le vieux et le jeune, etc. Bon bref, voilà, c'est très classique, voilà. Et justement, Men in Black, c'est vraiment un film assez pop aussi pour son époque, surtout pour Will Smith qui était en plein décollage de sa carrière. Il avait fait d'ailleurs un clip de rap sur Men in Black, donc pour promouvoir le film certes, mais qui est vraiment assez cool pour l'époque. Les effets spéciaux n'ont pas beaucoup vieilli, je trouve, ils sont assez bien efficaces, notamment les extraterrestres, le design des extraterrestres aussi. On sent vraiment qu'ils ne sont pas trop inspirés de d'autres qui ont été faits auparavant. Je pense surtout, en fait, voilà, le film était pratiquement en pleine sortie de la trilogie Star Wars, donc forcément, ça aurait été compliqué de vouloir faire copier des trucs qu'on avait l'habitude de voir, notamment des extraterrestres de Star Wars. Mais vraiment, il a sa propre identité, son propre charme, qui est vraiment super cool, vraiment une super aventure, assez classique, une enquête même, mais très efficace, je trouve. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment un film qui est vraiment bien.
Malheureusement, qu'il n'y a pas eu une superbe saga par la suite, parce que Men in Black 2, même si c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse, c'est pas une suite superbe. Men in Black 3, c'est de la merde. Et Men in Black International, putain de merde, ça c'était le film qui aurait pu proposer vraiment quelque chose de plus intéressant, vraiment, et qui en fait est malheureusement tombé dans le blockbuster lambda et insipide, que tout le monde l'a oublié au final. Et bah voilà, Men in Black n'a pas eu beaucoup de chance pour le coup pour ses suites. En tout cas, le premier film vaut le coup, je trouve. Et il est vraiment génial. En plus, pour sa petite nouvelle version DVD, j'aime bien. Voilà, c'est bien. Voilà, et encore une fois, je trouve que le duo Tommy Lee Jones et Will Smith marche très très bien. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, vous pouvez passer un très bon moment devant. Ça, y a pas à dire, je vous le conseille. Bon, comme pour Spielberg, eh bien du coup j'ai aussi une tradition, c'est de vous montrer toujours un film d'Akira Kurosawa, un de mes réalisateurs préférés, hein, voilà, ça, je pense que je le répéterai jamais assez. Là pour le coup, c'est pas un film samouraï typique, ce qu'on a parlé, non, c'est plutôt bah du coup un film policier, parce que oui, Kurosawa n'a pas fait que des films sur les samouraïs du Moyen-Âge japonais, non, il a aussi fait des films policiers, d'enquête très envergure, très fort, très polar en fait pour l'époque. Et du coup, Chien enragé, c'est vraiment un film très spécial, puisque du coup, on suit tout simplement un policier qui a perdu son arme de service quand même, et auquel il va devoir mener son enquête, voire littéralement une traversée en enfer, pour retrouver son arme qui puisse être dans de mauvaises mains. Et justement, avec un contexte particulier, c'est que du coup, on est en plein été dans le film, donc une chaleur époustouflante, et forcément quelque chose d'angoissant et de très serré en fait dans ce film. On a évidemment Toshio Mifune, donc acteur fétiche du réal, qui joue vraiment comme il faut le flic assez véreux, qui a de l'expérience et qui va devoir porter une lourde responsabilité par derrière, évidemment aidé aussi par son collègue, hein, évidemment, pour le retrouver. Donc voilà, on est vraiment sur un film bout en bout, vraiment de la tension jusqu'au dénouement final, de savoir si le policier ou non va récupérer son arme, ou va s'en sortir plutôt. Bref, un film qui est vraiment très efficace pour son époque, auquel bien le film sort juste après la Seconde Guerre mondiale, donc forcément sur les moyens de l'équipe technique de l'époque, bref c'est vraiment très impressionnant je trouve encore aujourd'hui, certes en noir et blanc mais très beau aussi, hein, effectivement. Et ce qu'il faut savoir c'est que le film a déjà inspiré par la suite pour les fans de Star Wars et notamment de la série The Clone Wars. Si vous vous souvenez bien d'un épisode de la saison 2 où Ahsoka perd son sabre laser dans les bas-fonds de Coruscant, et ben justement l'épisode s'en inspire de ce film. En même temps Star Wars et Kurosawa, bon, je pense que je suis pas le premier à vous le dire que Star Wars doit tout à ce réal japonais vraiment exceptionnel. Bref, il faut vraiment que vous le voyez parce que c'est un film vraiment superbe, un super film policier à la japonaise qui est vraiment superbe pour son époque, et Mifune qui joue autre chose que les grands samouraïs, bah là je trouve qu'il est vraiment exceptionnel en policier, vraiment très atypique. Donc voilà, et donc c'est vraiment un film très impressionnant encore aujourd'hui, auquel je vous conseille de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et on conclut bien sur une saga assez atypique et assez sympa que j'aime beaucoup encore, c'est Karate Kid, donc vraiment des films assez cultes pour son époque, et surtout bah, si vous le connaissez notamment par la série Netflix Cobra Kai, c'est la suite directe des films, donc très clairement, autant vous dire que j'aime beaucoup la licence Karate Kid, parce que tout simplement parce que c'est vraiment génial pour la jeunesse, c'est sorti quand même en plein moment des années 80 avec Retour vers le futur, donc franchement des films pour la jeunesse avec de grandes ambitions, de grands moyens, je trouve ça exceptionnel, hein, encore une fois. Et justement Karate Kid c'est vraiment le Rocky pour la jeunesse, et c'est même pas une blague parce que c'est par le même réalisateur, à savoir John J. Avildsen, on a déjà parlé sur la chaîne puisqu'il a déjà fait le premier Rocky, et il a fait toute la trilogie Karate Kid, et ça c'est vraiment cool, vraiment, et on retrouve vraiment le code ADN de Rocky, que ce soit le scénario, ou tout simplement la mise en scène, bref, tout simplement avec aussi le même typique et de fonction de personnage qu'on retrouvera dans la saga Rocky, comme pour Karate Kid, aussi le côté sportif, entraînement, dépassement de soi, etc. Et bah, je trouve ça vraiment bien. Voilà, et le duo avec Pat Morrison et Ralph Macchio qui sont vraiment géniaux, je trouve, enfin géniaux, avec plein de personnages vraiment de couleurs, enfin, plein de personnages vraiment atypiques que j'aime beaucoup en fait dans ces films-là, en fait, vraiment. Le premier qui est vraiment culte et qui est vraiment superbe, je trouve encore aujourd'hui. Le deuxième qui va un petit peu différemment, notamment le fait que ça se passe sur l'île d'Okinawa, là où est né le vrai karaté.
Et le troisième film que beaucoup boudaient et que moi je l'aime bien, surtout parce qu'il y a un méchant que j'adore dans ce film, qui est en plus dans les dernières saisons de Cobra Kai. Enfin voilà, juste... enfin, moi je trouve ça exceptionnel, je trouve, encore une fois. Il y a eu un quatrième film que j'ai vu et qui est dispensable, hein, soyons honnêtes, 5 minutes. Et il y a le remake, que d'ailleurs j'ai découvert Karate Kid par le remake avec Jackie Chan et Jaden Smith, voilà, le fils de Will Smith, qui était sympa, je trouvais. Après je l'ai pas revu depuis, mais bon, c'est juste que l'action se déroule en Chine cette fois-ci, et non aux États-Unis, enfin bon. On va pas faire sur un débat sur qui a inventé le karaté, est-ce que c'est les Chinois, les Japonais, bon, c'est autre chose. Voilà, mais tout ça pour dire que les Karate Kid originaux sont vraiment superbes, et je trouve qu'il y a vraiment une force, une force vraiment dans l'âme en fait, et ça se voit vraiment par la réalisation de John J. Avildsen, encore une fois. Et ça fait très années 80s forcément, mais il y a un truc vraiment exceptionnel, un truc charisme dans ces films-là. Même le coffret de DVD, je trouve qu'il a son petit charme à lui. Donc voilà, tout ça pour dire que je vous les conseille, c'est vraiment une superbe trilogie, une superbe saga. Même la série Cobra Kai, elle est vraiment géniale, je trouve que c'est un des trucs rares que j'aime bien de Netflix, hein, très clairement. Et encore là-bas c'était YouTube Premium hein, qui avait lancé la série Cobra Kai, pour vous dire. Enfin, YouTube Originals plutôt. Donc voilà. Tout ça pour dire que Karate Kid c'est vraiment très très bien. Et voilà, et bien ce premier vrac DVD et Blu-ray de l'année 2022 va s'achever. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi comme d'hab ça me fait plaisir de montrer un petit peu mes films que j'ai, hein, mais surtout que ça ne risque pas de s'arrêter. Donc voilà. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à regarder plein de films, que ça soit au cinéma ou autrement, il en faut. Et en espérant que cette année ça va être mieux. Ou pas. Ouais, enfin je dis ça, mais j'ai déjà pas mal de retard pour cette vidéo. Hein. Bref, portez-vous bien, allez au cinéma ou regardez des films, et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Allez,